Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, le grand débat, votre émission qui explore les grands enjeux juridiques contemporains. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au devoir de vigilance. Ce devoir de vigilance qui impose à certaines entreprises d'identifier, prévenir et réparer des atteintes à l'environnement et aux droits humains dans toute leur chaîne de valeur. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés sur ce plateau Sabine Lockman, présidente d'Ascent. Bonjour Sabine. Bonjour Arnaud. Philippe Cohen, directeur juridique et des affaires publiques chez Disney en France et en Europe. Bonjour Philippe. Bonjour. Et enfin également avec nous, Mathieu Brochier, associé chez Darrois. Bonjour Mathieu. Dans son édito, Sabine Lockman évoquera l'origine du devoir de vigilance. Ensuite, dans notre débat, nous nous intéresserons aux défis que doivent relever les entreprises pour respecter ce devoir de vigilance. Enfin, dans la séquence cas pratique, Mathieu Brochier reviendra sur la mise en œuvre du devoir de vigilance. Voilà pour le sommaire, Lex Inside, le grand débat, c'est parti. Tout de suite, c'est l'édito de Sabine Lockman. On va parler de l'origine du devoir de vigilance. Sabine, pourquoi un devoir de vigilance ? Alors malheureusement, comme trop souvent, c'est un drame. L'effondrement d'un bâtiment, le Rana Plaza en 2013, qui va tuer pas loin de 1200 personnes et mettre à la rue 2500 salariés et qui va révéler au monde entier à la fois l'un des drames de la mondialisation et de la fast fashion, parce que chacun des consommateurs que nous sommes va découvrir que ces salariés travaillaient dans des conditions absolument innommables et que des conditions de sécurité qui avaient, y compris, été rappelées la veille de l'effondrement, n'ont pas été suivies de mesures de sécurité et de précaution. Alors en 2017, au terme d'un travail législatif qui a fait aussi grand bruit, notamment en France, va être promulguée la loi Potier, la loi dite vigilance, qui va imposer aux acteurs en France, et quels acteurs ? Les entreprises qui ont leur siège social et qui ont plus de 5000 salariés ou qui ont un siège à l'étranger mais qui ont plus de 10 000 salariés, ce qui représente à peu près 300 sociétés. Cette obligation de rapporter au travers d'un plan de vigilance la façon dont elle gère à la fois les enjeux liés aux droits humains, à la sécurité, à la santé, mais aussi à des logiques environnementales. Ce qui me paraît très important pour tous ceux qui nous écoutent, on est très souvent focalisé sur le plan de vigilance et quelque part sur le livrable. Alors qu'en fait, ce travail porte sur une démarche, un comportement auquel l'ensemble des dirigeants, qui ont une responsabilité, évidemment, pas simplement de prendre des décisions, mais aussi de veiller à ce qu'au sein de leur organisation et de leur chaîne de valeur soient appréhendés de la meilleure façon possible les risques, eh bien, ce devoir de vigilance correspond à une démarche où, de la gouvernance jusqu'à l'exécutif, des équipes et des fonctions support, notamment des directions juridiques, des directions financières, des directions des risques et des assurances, jusqu'aux directions opérationnelles, en intégrant les directions industrielles, soient appréhendés effectivement des risques que plus personne ne peut ignorer. À côté de ces démarches, et effectivement pour les encadrer, le législateur va poser ce fameux plan de vigilance autour de 5 axes. Le premier qui correspond à la cartographie des risques, je crois que nous irons plus tard dans le détail. Le second qui est un sujet très important parce qu'il correspond à l'évaluation des filières et des sous-traitants et des fournisseurs qui sont concernés, bref, du périmètre concerné par ce devoir de vigilance. Également, comment les entreprises posent un travail en matière de prévention, comment est-ce qu'à l'intérieur de la chaîne de sous-traitance et avec leurs fournisseurs, elles travaillent à atténuer et à prévenir ces risques. Et enfin, et surtout, comment est-ce que sont captés
les signaux faibles ou les signaux moins faibles au travers de processus et de mécanismes d'alerte qui doivent être évidemment suivis d'effet avec un dispositif qui, là aussi, en termes d'escalade en cas de crise, doit être appréhendé au meilleur niveau de l'organisation. Je terminerai en disant que le devoir de vigilance appelle et a appelé de façon très significative les dirigeants en France, mais aussi ceux des pays qui ont aussi adopté des réglementations similaires. Je vise les Pays-Bas, je vise l'Allemagne, l'Europe aussi, on sait qu'il y a un travail en cours. Et puis certains des États aussi dans le monde qui, au travers de législations souvent sectorielles ou certains thèmes, les États-Unis finalement aussi depuis 1935 ont une règle qui s'impose pour obliger ceux qui utiliseraient du travail forcé ou de l'esclavage moderne à ne pas introduire leurs produits sur le territoire américain. Bref, les dirigeants sont aujourd'hui confrontés à ce devoir de responsabilité ou porté par la loi Potier et des règles qui s'appliquent tout au long de leur chaîne d'activité ou tout simplement dans ce qu'on appelle l'éthique des affaires. Parce que finalement, de quoi parle-t-on si ce n'est de la culture, si ce n'est de la connaissance et du fait que nous ne pouvons plus ignorer, là encore, que tout au bout d'une chaîne de production, d'un produit, mais aussi d'un service, on pense aussi à ces centres qui aident à fabriquer de la donnée, eh bien, il y a des êtres humains, il y a une planète qui peut être endommagée de façon significative et particulièrement préjudiciable pour des personnes qui, elles, n'ont rien demandé. Donc, c'est de cela dont il s'agit, un principe de responsabilité qui est rappelé, là encore, au travers de la loi Potier en France, d'autres réglementations en Europe ou dans le monde. Alors, Sabine est revenue sur l'origine donc, du devoir de vigilance avec cet événement, le Rana Plaza, qui a fait que le législateur s'est emparé de cette question. Est-ce que ça s'inscrit dans un mouvement de responsabilisation de l'entreprise, un peu comme a décrit Sabine, avec le changement des comportements? Aujourd'hui, l'entreprise est obligée d'intégrer ces événements sociaux, environnementaux qui sont extérieurs à l'entreprise, mais aujourd'hui, elle doit faire avec. Philippe. Alors, merci d'abord de convoquer ce débat très intéressant aujourd'hui même, puisque aujourd'hui nous sommes dans une période un peu charnière où les règles changent, c'est-à-dire qu'elles sont à peine nées, qu'on leur dit il va falloir changer de couleur, changer de votre ADN, changer d'axe, changer de charge aussi. Donc, dire aussi que pour les entreprises et leurs conseils, c'est un domaine assez rock'n'roll au sens où il faut arriver à essayer de comprendre quelle est la charge des contraintes tout en étant productif et rentable. C'est pas évident. Donc, je crois qu'il va falloir aussi qu'on passe un petit moment sur la difficulté d'avoir des cibles mouvantes à suivre, ce qui fait partie du charme de la profession de juriste aussi, mais pas que. C'est bien aussi d'avoir pour un opérateur économique une certaine compréhension des règles et une stabilité des règles. Donc c'est un point important sur ce domaine. Dire aussi que ce qui a été très bien expliqué par Sabine Lockman, c'est d'où vient cette régulation, cette construction de cadres juridiques, mais ça vient aussi des pratiques des entreprises. Ce ne sont pas les régulateurs qui, en chambre, disent « Tiens, il faudrait qu'on fasse un système très, très contraignant ». Non, c'était le constat de ce qui fonctionnait dans les entreprises qui, depuis très longtemps, surtout pour les groupes importants, avait déjà ces cartographies des risques, avait déjà cette conscience éthique. On a parlé des sociétés à raison d'être, des missions. Donc, en fait, c'est plutôt une synthèse. Alors, évidemment, le problème, c'est que parfois, on veut aller trop loin dans l'exercice. Et quand la synthèse devient une usine à gaz, ça commence à être compliqué. Donc, c'est à nous aussi, en tant qu'opérateur, en tant que conseil, en tant que juriste, d'arriver à faire en sorte que ça soit un moment positif pour l'entreprise, pour affirmer son soi profond. C'est pas juste une contrainte qu'on doit faire pour cocher une case. Donc je vais laisser Mathieu, c'est un sentiment que vous partagez également? Tout à fait. Il y a une phase d'évolution évidente quand on prend du recul. À la base, ce sont des obligations qui sont sur les épaules et même sur la tête des États. Et petit à petit, on voit que la charge de la responsabilité est transférée des États aux entreprises, avec tout un débat éthique, philosophique, civique, sur quelle est la place dans la société civile de société commerciale.
à quel point la société commerciale doit dépasser son simple objet social. Est-ce que c'est la somme des intérêts de ses actionnaires et de ses salariés? Est-ce qu'elle doit faire le bien? Et si oui, dans quelle mesure? Et tout ça, c'est exactement le nœud de toutes les questions qu'on se pose avec, dans les entreprises que nous, cabinet d'avocats, on accompagne, aux côtés des juristes internes des entreprises, cette volonté pas simplement de bien faire, mais de bien faire ensemble et de bien faire pour l'entreprise, pour les actionnaires, pour les salariés, mais aussi toutes les parties prenantes. Et ça, c'est fondamental. Et il faut trouver une manière pertinente, sans se mettre trop d'obligations sur le dos pour les entreprises, de bien le faire et de bien le faire savoir. Exactement. Bon, voilà de quoi bien lancer notre seconde partie. On va conclure cette première partie là-dessus. Tout de suite, l'émission continue avec notre débat. Quel défi pour les entreprises avec ce devoir de vigilance? On en parle tout de suite dans notre débat. On va voir que les défis sont nombreux à relever pour les entreprises sur ce devoir de vigilance. Et tout d'abord, pour commencer, on va rappeler le cadre juridique du devoir de vigilance. Mathieu, si vous pouvez nous faire un petit récapitulatif de ce cadre juridique. Il y a aujourd'hui un texte qui s'applique, qui est un texte de droit français. On parle par ailleurs beaucoup de textes de droit européen, mais aujourd'hui, le seul texte qui s'applique en France, pour les sociétés françaises, c'est un texte de droit français. Il faut commencer par le rappeler. Ce texte de droit français, il est dans le Code de commerce, dans les dispositions applicables aux sociétés commerciales. Il prévoit que les sociétés commerciales de droit français, avec un certain seuil, avec deux certains seuils, au moins 5000 salariés, ou sur le territoire français, ou 10 000 sur le territoire français et ailleurs, ces sociétés qui rencontrent un de ces deux critères ont l'obligation d'établir et de mettre en œuvre de manière effective, dit la loi, un plan de vigilance. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de vigilance? Identifier et prévenir. Ça ressemble à un slogan des forces de l'ordre dans un mauvais film des années 80, mais ça résume parfaitement bien ce que c'est que le plan de vigilance, à mon humble avis. Identifier et prévenir. Identifier, ça veut dire pour la société concernée, s'interroger sur ses activités et les risques qui sont liés à ces activités. Je suis une entreprise soumise au devoir de vigilance, je dois identifier les risques qui sont consécutifs ou qui résultent, pour être précis, de mes activités. Ensuite, une fois que je les ai identifiés, je dois identifier les mesures destinées à les prévenir. Une fois que j'ai fait ce travail-là, je dois le mettre dans un plan de vigilance que je dois publier dans le cadre de mon rapport de gestion et parfois, selon les pratiques de certaines entreprises, de manière indépendante au rapport de gestion. C'est ça le plan de vigilance. Identifier les risques et les atteintes graves envers les droits humains, je le précise, c'est dans le texte, mais je préfère le préciser pour que ce soit explicite, et les libertés fondamentales, identifier ces risques et les prévenir. Il y a, parce qu'on n'a pas le temps de s'embêter sur ces sujets-là, des nombreuses évolutions, il y en a même en droit français. Elles ont été mineures sur le devoir de vigilance européen, mais il faut savoir que depuis récemment, il y a dans le texte du Code de commerce, l'article L225-102.1, un nouvel alinéa qui porte sur l'étendue du devoir de vigilance pour, je cite, les sociétés qui produisent ou qui commercialisent des produits issus de l'exploitation agricole ou forestière. Dans ce cas-là, ces sociétés-là doivent, dans leur plan de vigilance, ajouter des éléments sur l'identification et la prévention des risques l'identification des risques et la prévention de la déforestation associée à leur activité. Voilà, c'est un droit qui est en constante évolution. Parce que l'environnement est en constante évolution, le droit suit ou essaye de suivre, tant bien que mal, le sujet. Si on rentre dans ces critères et si on a ces obligations-là, il y a 5 piliers qu'on a abordés de manière rapide, qui sont les piliers du devoir de vigilance. Le premier, qui est le plus important, et c'est ce qu'a rappelé le tribunal judiciaire de Paris il n'y a pas longtemps, c'est une cartographie des risques.
pour identifier et prévenir ces risques, je dois m'interroger sur quels sont ces risques. Pourquoi c'est important, une cartographie des risques ? C'est ce qui permet d'identifier ces risques. C'est ce qui permet à la société de se poser cette question et d'envisager des éléments de réponse. Qu'est-ce que c'est qu'une cartographie ? C'est une cartographie des risques, c'est s'interroger seul, mais aussi à plusieurs, dans une concertation avec l'ensemble des personnels de la société et puis les parties prenantes sur quels sont les risques liés à mes activités, directement ou indirectement. Et c'est seulement si ce travail est bien fait que l'identification des risques peut être faite convenablement et qu'ensuite le plan peut être aussi convenable que ce premier pan du travail. Donc la cartographie, c'est le premier élément. Il y a le deuxième élément des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants et des fournisseurs. Je vous l'ai dit, le troisième point, des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves. Un mécanisme d'alerte qui doit être ouvert pour que des personnes, internes ou externes à la société, puissent alerter la société sur des risques qui résulteraient de ces activités, et puis un dispositif de suivi de ces mesures. Voilà les 5 piliers importants du plan de vigilance. Le 6e n'est pas un pilier, mais il est tout aussi important, c'est la publication du rapport de vigilance. Et ça, c'est très important de le souligner. En réalité, cette loi, elle est destinée à contraindre ou à inviter la société à publier des éléments sur son activité, sur ses risques, pour que la société civile ait accès à ces informations, puisse les interroger, les critiquer, les challenger, et qu'il en résulte une société au sens large, civile, une société dans laquelle on vit tous, qui soit plus sûre et avec des risques au moins identifiés et prévenus le mieux possible. Ça veut dire être plus transparent sur son activité globalement. Oui, sachant qu'on nous demande, entreprises, on leur demande une transparence sur les risques liés aux activités. Donc c'est une information sur une potentialité. On ne vous demande pas de faire la liste des risques avérés, mais des risques possibles. Donc ce n'est pas une transparence parfaite sur quelque chose d'existant. C'est une transparence sur du potentiel, sur des risques. Alors vous avez rappelé la règle. Quand il y a règle, ça veut dire qu'il y a sanction aussi. Quels sont les risques de sanction ? Quels sont les contrôles si on ne respecte pas ce devoir de vigilance ? Aujourd'hui, vous avez 2 types de sanctions, essentiellement. Vous avez prévu dans la loi une action judiciaire qui est possible en correction du plan de vigilance. C'est-à-dire qu'une personne intéressée qui considérerait que votre plan de vigilance n'est pas suffisamment clair ou précis sur tel ou tel risque ou insuffisant sur les mesures à prendre pour les prévenir, il peut vous mettre en demeure et si la réponse est insatisfaisante, demander au juge de vous enjoindre de corriger votre plan de vigilance. Donc le premier risque, c'est une action en correction de l'information. Le deuxième risque, c'est une action en responsabilité, où on demande au juge de tirer les conséquences du défaut ou du manquement de l'information dans le plan de vigilance, avec éventuellement, et par exemple, des demandes d'indemnisation qui peuvent être faites. Alors, on voit qu'avec le cadre qu'a présenté Mathieu, on imagine que le rôle du juriste va être important. Je rappelle, Philippe, que vous êtes vice-président de l'AFJE, l'association qui représente les juristes d'entreprise. Alors, quelle est la place des juristes dans ce devoir de vigilance ? Elle est centrale. Elle est centrale parce que je vois dans ce qu'a très bien décrit Mathieu beaucoup de torpeur pour les entreprises et finalement un Eldorado de développement de compétences pour les juristes. Parce qu'entre torpeur et Eldorado de compétences, il y a toujours une corrélation inversée avec le métier de juriste. Mais plus sérieusement, mais je le dis aussi parce que nous sommes dans la section du débat, Arnaud, donc je lance le débat sur les points négatifs. Donc je vais faire l'avocat du diable sur la critique du système. Quand on entend la synthèse de ces règles, on se dit mais il y a un sujet qui est le premier sujet qui est comment est-ce qu'on continue de rendre un pays attractif pour les investissements étrangers quand les règles deviennent aussi pléthoriques. Parce que qui trop légifère mal étreint, ça doit être un nouveau proverbe qu'on va inventer. Deuxième sujet, c'est lorsque l'on désigne un système finalement de standard qui devient public
sur la manière finalement de sourcer les produits ou les services. Pas oublier les services dans l'appréciation de ces règles qui est indistincte vis-à-vis que ce soit des produits finis ou des services. On peut aussi avoir des effets de bord qui sont paradoxaux, c'est-à-dire d'avoir des contrées, des pays qui sont tellement compliqués pour rentrer dans le cochage de cases qui a été indiqué qu'on va finir par vider des économies et des capacités d'aller sourcer des produits dans certains pays, parce qu'on sait que ça va être compliqué d'aller sourcer dans certains pays, dont ceux d'ailleurs qui ont été décrits dans l'éditorial initial de Sabine Lockman, qui, je le précise, puisqu'on parlait de l'AFGE, était présidente de l'AFGE, je crois que c'est important de le préciser, dans la première carrière de Sabine. Et troisième effet collatéral, c'est comment est-ce qu'on crée tous ces rapports sur une évaluation de risque sans finalement donner des fouets pour se faire frapper. Parce que à partir du moment où vous allez devoir, c'est ce qu'a dit Mathieu, il a dit il faut qu'on donne une potentialité du risque, qu'on le rende public dans le rapport de gestion. Vous avez dit que pour certaines entreprises, elles allaient plus loin. Alors je précise qu'après, à me faire l'avocat du diable, je vais parler des bons aspects des choses. Parce qu'il y a toujours un Hollywood ending dans mes propos. Alors, quels sont les bons aspects des choses Attendez, parce que je finis avec le troisième aspect qui me chagrine, qui est lié aussi au rôle des juristes et aux limites du rôle des juristes dans un pays où la confidentialité n'est pas encore acquise pour les avis juridiques. C'est que lorsque l'on crée des cartographies, on crée de l'auto-incrimination. Et ça, c'est un sujet où tous les pays ne sont pas dans un même état de la toxicité de l'auto-incrimination. Lorsque vous avez le privilège de la confidentialité des avis de juristes dans un pays qui ne fonctionne pas dans un autre pays, vous avez une distorsion qui profite finalement aux entreprises cis sur les États où la confidentialité va être reconnue. Donc voilà, je vois quand même trois travers qui sont très très forts et qui sont liés à cette sur-légifération, je ne sais pas si c'est un mot français, ou cette sur-régulation qui peut être aussi un frein au développement, à l'innovation, à la liberté de l'entreprise. Dans les aspects positifs, parce que... Il y en a. Soyons, voilà. Il y a aussi les entreprises qui vont être, puisque c'est le quatrième point que je n'ai pas encore dit, ça reste un sport de riches, le fait de pouvoir cocher toutes ces cases. Et ce n'est pas parce qu'on a 5000 salariés ou 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 en France qu'on est une entreprise prospère et riche. On peut être une entreprise à faible marge. Et ce n'est pas toujours évident de pouvoir respecter tout ce cahier des charges. Dans les bons aspects, ça veut dire que ça crée une inventivité et ça développe une créativité de savoir comment est-ce qu'on valorise ces contraintes. Alors ça peut être sur le plan juridique, ça peut être aussi sur le plan de la RSE. La RSE d'ailleurs, qui de manière assez surprenante est souvent dévolue, non pas au service juridique ou à la direction générale pure, mais plutôt à la direction de la communication. Ce qui veut dire qu'il y a aussi cette mauvaise compréhension que la RSE, et ce qui a été décrit ici aujourd'hui, serait un acte de communication. Non, la RSE, c'est l'acte de la philosophie de l'entreprise. Voilà, donc c'est pour vous montrer le yin et le yang de ma réflexion sur ce sujet que je trouve passionnant. Voilà. Effectivement, donc on voit plein de contradictions dans ces enjeux et on voit surtout que la place du juriste reste fondamentale. Et on va rester sur des aspects positifs avec Sabine et on va voir notamment quel est l'impact du devoir de vigilance sur les organisations. Concrètement, quelles sont les conséquences du devoir de vigilance sur les entreprises et les organisations? Alors, moi j'ai envie d'utiliser cette image de l'entonnoir. Et Mathieu comme Philippe ont aussi touché à ce sujet qui est celui de l'ADN primitif de l'entreprise. Je connais aucun chef d'entreprise, entrepreneur qui ait décidé, alors sauf évidemment les entreprises du crime, mais c'est pas de celle-là dont on parle, de lancer une activité de production de biens ou de services, en particulier à un niveau mondialisé, pour pouvoir exterminer des populations, détruire des nappes phréatiques, etc. Mais cette culture de l'attention, elle est celle qui aujourd'hui nous amène de façon très régulière, parce qu'on ne peut plus ne pas savoir que travailler effectivement au sein de filières
dans plusieurs pays dans le monde, avec des situations juridiques, réglementaires, culturelles différentes, se fait de façon complètement maîtrisée. Voilà. Et donc cette culture de l'attention qui repose aussi sur, Philippe l'a très bien dit, hein, pourquoi l'entreprise est là, sa raison d'être, sa raison d'agir, même s'il ne s'agit pas d'entreprise à mission, toute société a un objet social qui est effectivement de le faire en responsabilité. Et ça, c'est le devoir du dirigeant. Voilà, j'allais dire prima facie, le devoir du dirigeant, c'est de diriger, c'est de décider, c'est de s'engager aussi sur un terrain souvent qui est très mouvant, effectivement, en particulier aujourd'hui avec une logique de transition absolument phénoménale de nos modèles d'affaires et confronté à des événements de géopolitique qui perturbent au quotidien, y compris ceux qui ont les meilleures intentions. Et la deuxième chose que je voulais dire et qui a été mentionnée, c'est qu'on est bien, je crois Mathieu, tu vas nous confirmer, sur une obligation de moyens. On n'est pas sur une obligation de résultat, sauf à ce qu'on ait transgressé une règle claire dans quelque pays que ce soit. Et à ce moment-là, on ne parle pas de devoir de vigilance, on parle de la transgression d'un texte. Et cette obligation de moyens, pour moi, elle doit être portée par des process, des procédés et par des personnes. Et c'est là où c'est tout l'intérêt dans les entreprises qui aujourd'hui, à la fois cherchent à donner le meilleur d'elles-mêmes, à engager le meilleur des talents, avec des générations, souvent il y a 4, voire maintenant 5 générations à l'intérieur de l'entreprise, quasiment, du fait des différents modes d'organisation entre les salariés et les non-salariés. Eh bien, c'est comment est-ce que toutes ces populations, effectivement, font en sorte de contribuer à la pérennité de l'entreprise. Là aussi, je ne connais aucun dirigeant et aucune équipe dirigeante, et je ne parle même pas de la gouvernance non exécutive, qui n'ait pas un objectif de pérennité et de valorisation aussi. Donc comment est-ce que, par rapport à ces éléments où on s'appuie sur la connaissance, la compréhension, un mode de travail où on est ensemble et où, tu l'as très bien dit, le juriste n'est pas isolé, pas plus que le directeur financier ou le dirigeant tout court, pour travailler ensemble à résoudre ou à remédier à certaines externalités négatives qui, par ailleurs, quand elles sont appréhendées effectivement avec des parties prenantes, eh bien, trouvent des solutions. Et je voudrais terminer enfin par quelque chose qui n'a pas encore été mentionné, peut-être que Mathieu, tu peux rebondir dessus, qui est dans cet environnement qui est tellement confrontationnel, tellement positionnel, comment est-ce qu'on peut s'appuyer aussi sur une culture de la médiation pour que, même si nous ne sommes pas d'accord sur la façon de le faire, mais en tout cas, on a un objectif commun à atteindre. Et clairement, cette culture de la médiation à l'intérieur des groupes et dans les organisations où il y a plusieurs cultures aussi qui se conjuguent, comment la développer. Et moi, je connais un certain nombre de groupes qui, effectivement, développent une véritable stratégie d'organisation qui s'appuie sur cette culture de la médiation pour qu'il y ait une véritable approche gagnante-gagnante. Alors, clairement, à un moment donné, et on en parlera certainement tout à l'heure, il faut aussi rendre des comptes à l'actionnaire. Il faut aussi rendre des comptes aux banquiers. Il faut rendre des comptes aux assureurs. Il faut rendre des comptes aux consommateurs. Pour autant, il y a cette volonté, là encore, de construire quelque chose où, voilà, plus jamais, je pense que même dans le secteur de la fast fashion, plus jamais on ait ces images terribles de milliers de gens écrasés par un bâtiment. Il y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas encore abordé qui me semble important, Mathieu, c'est ce phénomène de politisation du procès, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'outil du procès pour faire changer, pour influencer le comportement de l'entreprise. Concrètement, comment ça se passe, Mathieu ? Ce qu'on peut constater quand on regarde les procès en France et à l'étranger ces dernières années en matière environnementale ou disons en matière de durabilité, en y incluant notre sujet du jour de la vigilance, c'est que ces procès contre les entreprises se multiplient, c'est x3 en 10 ans. 2, sont diversifiés dans de nombreux pays, essentiellement aux États-Unis et dans les pays occidentaux, dont la France en matière de vigilance, mais pas seulement. Et donc c'est un phénomène mondial, pas d'un pays ou d'un autre. 3, ces procès sont utilisés, et j'en viens à votre point Arnaud, comme un outil qui n'est pas seulement un outil juridique.
Qu'est-ce que c'est qu'un procès? C'est un outil de différend d'un désaccord. Je ne suis pas d'accord avec vous, on va en parler devant un juge et c'est le juge qui tranche. Qu'est-ce que c'est que la médiation, qui aujourd'hui a toute son importance? C'est un outil de règlement d'un différend également. On ne va pas voir quelqu'un qui va décider pour nous, on va le voir pour qu'il nous aide à trouver une solution ensemble. À la fin, il y a toujours une solution, soit elle est imposée, soit elle est accompagnée par un tiers. Dans les procès en matière de vigilance et de manière plus générale, la procédure judiciaire, le droit est utilisé pour communiquer, pour influencer. C'est-à-dire que quand je vais faire un procès contre une entreprise sur un sujet, je vais le faire d'abord, évidemment, parce que je considère qu'elle ne respecte pas les règles juridiques, mais le procès va également, et parfois aussi, et peut-être surtout, être fait pour marquer l'opinion publique, marquer et sensibiliser l'opinion publique et le marché sur la conduite de telle ou telle entreprise. Il y a des études qui montrent que l'annonce d'un procès est un événement qui, en communication, en réputation, marque plus que la fin du procès. C'est-à-dire que j'annonce que je fais un procès contre vous, ça va plus marquer les gens, ça va laisser plus de traces médiatiques que la décision 6 mois, 2 ans ou 3 ans plus tard. Et ça veut dire que le procès peut être utilisé comme un outil juridique, je vous l'ai dit, mais aussi un outil politique et médiatique. Je vais organiser un procès avec une campagne de presse pour alerter et mettre sur la table médiatique un sujet d'opinion publique. Et comment les entreprises qui font face à un risque réputationnel peuvent-elles réagir quand elles ont une campagne comme ça où on leur met des procès dans différentes juridictions, on utilise justement l'ensemble du panel du droit qui est offert? Comment l'entreprise qui fait l'objet de ces différentes plaintes peut-elle réagir? Alors, la première recommandation, elle va de soi, ça n'est pas une réaction, c'est une action, c'est de respecter la loi. La deuxième, c'est également une action et pas une réaction, parce qu'il faut toujours prévenir plutôt que guérir. C'est de faire savoir ce qu'on fait, comment on le fait, et même si ça n'est pas parfait, de faire comprendre quel est son métier et comment est-ce qu'on le fait, en interne comme en externe. Ensuite, quand on est le sujet de ce genre de considération et de campagne, à chaque affaire, sa solution. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours des réactions en communication, mais que celles-ci sont plus ou moins intenses ou plus ou moins étendues. On a vu, par exemple, une société italienne assignée par des associations de défense de l'environnement devant le tribunal civil de Rome. Cette société italienne, elle a créé un site Internet annexe à son site Internet principal pour diffuser au public des éléments du procès. Souvent, vous pouvez trouver dans la presse ou dans les médias ou sur Internet des actes du procès. C'est souvent les actes des demandeurs qui veulent participer, influencer, nourrir un débat avec leurs arguments juridiques. Donc ils le font savoir. Ils le font savoir par de nombreux moyens. Là, l'entreprise italienne a choisi non pas d'éviter ce débat, mais de l'affronter, et à côté du tribunal qui est là pour répondre aux arguments juridiques, de placer aussi les arguments entre les mains du marché, du consommateur, de l'internaute, qui va pouvoir, avec les écritures, les arguments judiciaires, les avis d'experts et des synthèses pour que ce soit accessible et pédagogique, avoir son propre avis. Non pas faire le procès à la place du tribunal, mais voir quels sont les arguments de part et d'autre. Ça, c'est une manière de faire. C'est une manière de réagir. Ce qu'on peut voir également, c'est certaines entreprises qui se font assigner et assignent en réponse. Ça a été le cas en France d'une société pétrolière qui a assigné l'association qui l'accusait de mauvaises pratiques environnementales. Il y a 2 procès. Il y a eu le premier procès de l'association contre la société et le procès en réponse de la société contre l'association, en soutenant pour la société que l'association diffusait des informations fausses ou trompeuses sur la société. Et c'est un mouvement qu'on voit également dans d'autres pays. D'accord, il y a une tendance de fond là-dessus. Philippe, un moyen d'éviter ce genre de désagrément, c'est pas de bien intégrer les parties prenantes, justement, pour créer un cercle vertueux, entre guillemets? Vous avez complètement raison, c'est de pouvoir anticiper cette notion, c'est-à-dire pouvoir ajouter dans la prévention des crises, la crise du procès
en atteinte aux règles en matière de vigilance, en matière d'atteinte à l'environnement, atteinte aux droits de l'homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de compétences d'ailleurs qui se développent à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises pour anticiper, même faire du media training avec les juristes et pas hors les juristes sur ces questions qui sont complexes. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous avez dit, c'est l'exemple italien d'avoir une forme de fact-checking, en fait, d'avoir un site sur le procès. Dans l'expérience qu'ont les entreprises, quand l'entreprise veut trop mimer cette approche qui consiste à faire le procès en dehors du tribunal, c'est un choix qui peut facilement desservir vos chances de prévaloir devant les tribunaux. Parce qu'autant il y a une forme de tolérance pour que la partie faible dans un procès puisse se défendre avec les moyens du bord, utiliser la presse, utiliser les réseaux sociaux. C'est beaucoup moins accepté aujourd'hui. Alors peut-être que les choses vont changer avec les atteintes réputationnelles. Lorsque c'est la partie dite forte, c'est-à-dire l'entreprise, qui utilise les mêmes moyens de réponse. Hein, c'est ce qu'on avait auparavant en droit de la presse avec le droit de réponse, qui a rarement été bénéficiaire à celui qui en a fait usage, parce que quand vous faites un droit de réponse, vous avez le responsable éditorial qui, derrière, vous en fait un autre. Et puis après, vous n'avez plus qu'à arrêter. Il y a une escalade. Il y a une escalade. Et puis, celui qui tient la plume de l'éditorial, finalement, a toujours le dernier mot. C'est ça le problème. Le droit de réponse, ça ne veut pas dire le droit d'avoir le dernier mot. C'est le droit d'avoir un mot qui va être coupé, en général, à la racine par le responsable éditorial du support. Donc tout ça, c'est ce qui veut dire qu'à mon sens, il y a beaucoup de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qui se développent pour contrer cela. Et puis, quand on dit procès aujourd'hui, si vous parlez à quelqu'un dans la rue, c'est quoi un procès? C'est pas que le procès devant les tribunaux. Un procès, c'est un procès d'intention. Bien sûr. C'est le tribunal médiatique. Auquel la presse participe parfois, ou certaines presses. Mais sur les réseaux sociaux, un influenceur, finalement, a parfois plus de poids sur l'atteinte dans la réputation, sur une fausse accusation, une fausse allégation, qu'une décision de justice, ou même que l'annonce du procès dont vous parliez tout à l'heure. Donc tout ça, on le prend en compte dans les directions juridiques actuelles. On le prend en compte, on essaye de jouer avec ces nouveaux codes de langage, sans perdre de vue l'idée que une décision de justice se rend en justice, pas à côté de la justice. Sur les questions de la gestion réputationnelle, finalement, Sabine l'a très bien dit aussi, c'est une chose qui s'anticipe, c'est-à-dire que lorsque vous parlez à vos actionnaires, à vos salariés, aux multigénérationnels que tu as très bien évoqué au sein d'une même entreprise, vous savez qu'une génération, c'est quasiment 5 ans. Les comportements, les réactions au sein de l'entreprise vont être très différents que ce serait sur le rapport à l'image, à la réputation ou aux réseaux sociaux. Et donc, nous, on essaye, dans les entreprises qui composent les associations de juristes et d'entreprises qu'on incarne ici, c'est de continuer en permanence de faire en sorte que les professions du droit de manière générale soient à la pointe et pas à la traîne de l'exercice. C'est presque à nous d'aller traîner Ça veut dire qu'il faut les développer compétences, compétences. en matière de communication. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des cabinets qui proposent des prestations. Les cabinets ne sont pas forcément des cabinets d'avocats, mais qui proposent des prestations de gestion de crise en matière de contentieux. C'est importé des États-Unis, sans doute. Et puis, vous l'avez peut-être évoqué à la marge, mais le procès, c'est pas juste nécessairement une partie privée qui fait un procès contre une autre entreprise en disant vous avez mal sourcé, vous avez mal respecté le droit de l'environnement. Mais c'est beaucoup aussi l'importation des class actions, des actions de groupe. Donc, il existe en France une certaine catégorie d'actions de groupe qui n'est pas encore extrêmement usitée, même si elle date maintenant. Mais cette idée d'avoir des actions de groupe qui sont complémentées par des actions médiatiques, y compris avec des influenceurs engagés, finalement, font beaucoup plus de mal que le procès classique. Ouais. Sabine, peut-être aussi cet aspect de risque réputationnel, ça joue aussi dans la gouvernance de l'entreprise sur ces sujets? Évidemment,
J'ai beaucoup travaillé sur le sujet et je continue à travailler sur le sujet de ce qu'on appelle la donnée extra-financière ou les risques extra-financiers, c'est-à-dire tout ce qui est lié en fait à la pérennité et à la valorisation et pas simplement à la solvabilité, la capacité de rembourser. Et en fait, dans les risques dont Mathieu et Philippe viennent respectivement de parler, on parle de risques extra-financiers qui en fait directement ou indirectement ont un impact financier. Et c'est souvent quelque chose qui est appréhendé, j'allais dire, par défaut de compréhension des mécanismes. Enfin, je crois que Philippe, tu l'as indiqué. Je vais prendre un exemple tout à fait benoît en apparence de quelqu'un qui ferait un commentaire, un post LinkedIn à partir d'un process ou d'un processus de mise en place de la vigilance au sein de son organisation en pensant partager une bonne pratique et qui peut-être en fait met le doigt dans un engrenage sans s'en rendre compte parce qu'effectivement, il ou elle n'appréhende pas qu'on est sur un processus complexe où effectivement à côté du juge professionnel, il y a le juge de l'opinion publique. À côté de la qualité de l'intention, il y a une instrumentalisation, en particulier de certains groupes qui font beaucoup d'efforts, mais c'est tellement plus facile d'aller vers ceux qui font beaucoup d'efforts pour venir, j'allais dire, voilà, faire un coup de pub ou un coup politique. Et la dernière chose, pardon, c'est comprendre que lorsqu'on met en avant un procédé ou un processus justement pour mieux gérer les risques, et Philippe l'a aussi rappelé, malheureusement, il peut y avoir une instrumentalisation qui soit faite de ce travail, par ailleurs partagé, j'allais dire, avec humilité et une volonté de partager une bonne pratique contre l'entreprise. Donc, si je devais résumer, d'abord, pas d'innocence et pas de naïveté. Nous sommes dans un environnement très complexe, on l'a dit, très compliqué, pas d'ingénuité, et on est dans une logique où la compétitivité, malheureusement, se nourrit parfois de tout feu et de tout bois. Pour autant, là encore, quand on revient au sujet de ce devoir de vigilance, de quoi parlons-nous ? On parle d'un travail sur la culture, on parle d'un travail sur un meilleur travail fait entre les fonctions. Là encore, je reviens à ça, parce que très souvent, là où il y a des risques et il y a des dérapages, c'est parce qu'il y a des trous d'air entre ceux qui s'occupent des sous-traitants, ceux qui s'occupent des achats, ceux qui s'occupent au département risque et assurance de l'assurabilité ou de l'assurance, les juristes, les financiers, etc. Donc comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble pour qu'il n'y ait pas de trou d'air sur effectivement ce que nous ne pouvons plus ignorer aujourd'hui, et parce que la loi pose des règles à appliquer, tu l'as rappelé Mathieu, avec des obligations réglementaires, par exemple de publication, donc il y a une obligation de publication, et à côté, ce que l'entreprise entend aussi pour des raisons à la fois d'attractivité des talents, mais aussi de pérennité, mettre en place pour que des équipes d'innovation, recherche, en passant par les équipes commerciales, des équipes qui travaillent sur l'approvisionnement, jusqu'à celles qui, par exemple, remédient à un rappel de pièces endommagées, il y ait un usage, et j'insiste sur le mot usage, des moyens mis par l'entreprise pour gérer les alertes, gérer les crises, développer une connaissance et un savoir pour que, là encore, le meilleur produit ou le meilleur des services soit fourni au consommateur final. Et je voudrais terminer par, moi, quelque chose qui me frappe. Philippe a rappelé que j'ai effectivement j'ai eu l'honneur de présider la FGE de 2001 à 2005, il y a bien longtemps, et d'embrasser ce beau métier de juriste avant d'être dirigeante. À l'époque, quand on apprenait le droit, c'était la personne morale. L'entreprise, pardon, c'était la personne morale. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est pas simplement l'activité en propre et la personne morale, c'est effectivement toute cette chaîne de valeur. Et ça, c'est une énorme évolution en termes de pratique du droit et de pratique des risques au regard de ce que, historiquement, on a pu apprendre du métier du juriste et du métier de ceux qui accompagnent la gestion des risques. Et je pense que ça, il faut continuer à développer cette appréhension, j'allais dire en toute confiance. L'entreprise, ça n'est pas que la personne morale, c'est effectivement un écosystème à l'intérieur de filières, dans un environnement qui est systémique,
et où effectivement on est confronté à des blocs de droits, de normes, de standards, de pratiques qui s'entrechoquent. C'est aussi comme ça, Philippe, que vous percevez les changements? Oui, et moi je mettrais un autre qualificatif pour compléter ce qui vient d'être dit par Sabine Lockman, c'est le mot impact. C'est-à-dire que lorsque l'on consomme un produit ou un bien, ça peut même être un service même d'avocat. Quand vous consommez un service d'avocat, quand on choisit nos avocats, on choisit l'impact que le cabinet a sur la société aussi. Sa capacité d'être en parité, c'est un ensemble. De faire le bien, en fait. C'est-à-dire que lorsque l'on consomme, on consomme plus que le produit et sa marque aujourd'hui. Et c'est vers cela que l'on participe. Et je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire que tous les métiers qu'on appelait autrefois les métiers supports, c'est-à-dire les RH, la com, la finance, le juridique, les assurances, etc. Finalement, il n'y a plus cette dichotomie, ce fossé entre ceux qui créent une valeur, qui vendent et qui marketent, et ceux qui aident à ce que la structure soit solide. Non, en fait, c'est l'ensemble qui va correspondre à l'appétence de marque, y compris pour recruter. Parce que lorsqu'on fait un rapport RSE, un rapport de conformité, un rapport sur le devoir de vigilance, il est censé pas être seulement lu par les autorités ou par les concurrents, il est lu par les consommateurs, par les investisseurs et par les salariés et vos potentielles futures équipes également. Lorsque l'on embauche, les premières questions qu'on nous pose, outre les chèques cantines bon, ça je laisse de côté, et les RTT, etc. Et le nombre de jours à la maison. Bon, ça, ce sont les nouvelles questions des nouvelles générations lors des entretiens d'embauche et pas que dans l'entreprise, n'est-ce pas, Annette ? Mais c'est aussi qu'est-ce que vous faites, avec quelle association est-ce que vous travaillez, ce qui nous permettra de parler du lien avec les ONG. Quel est votre impact ? Est-ce que vous avez des valeurs ? Est-ce que vous faites des produits qui polluent, qui sont toxiques ? Est-ce que vous faites mal aux animaux, etc. Et c'est ça ce qu'on a dans les entretiens d'embauche aujourd'hui. On voit que les défis sont nombreux. On va conclure ce débat là-dessus. C'était passionnant, mais on va poursuivre l'émission dans quelques instants avec notre cas pratique. Alors, on poursuit notre émission avec notre séquence cas pratique. Mathieu, concrètement, comment se met en œuvre le devoir de vigilance ? Alors, le devoir de vigilance, il se met en œuvre en appliquant les règles de droit par chacune des entreprises concernées et aussi en tenant une importance significative aux décisions de justice qui sont rendues sur ce domaine, en particulier dans ce domaine, de manière générale, mais en particulier dans ce domaine, parce que c'est un domaine en construction. Les textes sont récents et il y a encore très peu de jurisprudence. Et donc, toute décision qui est rendue en la matière a une portée, ou en tout cas un intérêt qui mérite d'être suivi pour interroger sa propre pratique quand on est une entreprise et qu'on met en place le devoir de vigilance. Sur les décisions qui ont été rendues aujourd'hui, un peu moins de 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi, vous avez seulement, ou déjà, c'est selon, 2 décisions au fond qui ont été rendues. Une qui date du 5 décembre 2023, qui a été très commentée, qui concerne la société La Poste, qui était assignée par un syndicat et qui considérait que le plan de vigilance de la société était insuffisamment précis. Le juge, en première instance, a considéré que le plan de vigilance de La Poste avait un trop haut niveau de généralité. Et donc, il a invité, même ordonné à la société, de modifier son plan de vigilance. Dans cette décision, il y a des éléments de droit très intéressants, pédagogiques et intéressants, pour comprendre, selon le juge du tribunal judiciaire de première instance, qu'est-ce que doit être le plan de vigilance et comment est-ce que l'entreprise doit l'implémenter. C'est une décision qui fait l'objet d'un appel, donc elle n'est pas définitive. Donc il faut se garder d'y accorder trop d'importance, ou en tout cas une importance définitive. Ce qu'on voit aussi, et quand même, et là c'est un enseignement pratique qui est fondamental, même si la décision n'est pas définitive, c'est la question de la preuve. La société faisait notamment valoir qu'elle avait eu un certain nombre d'échanges avec le syndicat en question sur tel et tel sujet. Le juge a relevé qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve écrits
de l'échange. Il n'y avait pas de compte-rendu, il n'y avait pas de notes, il n'y avait pas d'email de synthèse de l'échange qui avait pu avoir lieu entre la société et le syndicat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très pragmatiquement, et sans être un génie juridique ou de la RSE, il faut se ménager à chaque fois qu'on fait quelque chose, la preuve qu'on l'a fait et qu'on l'a bien fait. Parce que le contentieux, par nature, il est postérieur au fait. Il peut arriver 6 mois, 1 jour, mais aussi comme 2 ans, 3 ans ou 5 ans plus tard. Et il faut absolument se garder la preuve, pour le devoir de vigilance par exemple, de ce travail de co-construction. Ça passe par des échanges écrits, parce que le juge n'est pas là pour croire les parties ou leurs avocats sur parole plusieurs années plus tard. Ça, c'est fondamental. Si il y a quelque chose à retenir de simple mais d'efficace, c'est la preuve. Le droit n'est rien devant un tribunal si vous n'avez pas la preuve du droit. Ensuite, ce qu'on voit aussi, et c'est l'autre décision au fond qui a été rendue, qui vient d'être rendue, et que mon cabinet a participé à obtenir, c'est que le devoir de vigilance, il peut être utilisé par les demandeurs, en l'occurrence c'était également un syndicat, pour critiquer un plan de réorganisation de l'entreprise. Le syndicat, en 2 mots, considérait que le plan de réorganisation de l'entreprise avait des conséquences environnementales et sociales négatives et que ça aurait dû être inscrit dans le plan de vigilance. On a soutenu le contraire, le tribunal a rejeté les demandes. La décision n'est pas définitive non plus. Mais on voit qu'il y a aussi un travail de pédagogie à faire. Parce qu'à mon avis, le plan de vigilance, ça n'est pas un outil qui est là pour critiquer un plan de réorganisation de l'entreprise. Il y a des outils de droits sociaux, il y a des outils qui existent sur ce sujet-là, mais je pense qu'il faut que tout le monde comprenne que le plan de vigilance, c'est quelque chose, c'est un document public qui est là pour exposer les risques liés à l'activité de l'entreprise. Et une réorganisation n'est, à mon avis en tout cas, pas une activité. Donc, 1, pédagogie, 2, preuve, 3, le pilotage du plan de vigilance. Ça, je laisserai Sabine et Philippe en parler mieux que moi parce qu'ils sont au sein des entreprises alors que moi, je suis à côté, je les accompagne. Mais ce que je vois, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient investis de responsabilité sur ce sujet-là. Il faut qu'il y ait un responsable du plan de vigilance, mais il faut aussi une implication collective de l'entreprise et en particulier de ses dirigeants sur ce sujet-là. Et j'en finis par là, une implication et une mise en valeur du juriste. Parce que le juriste, il a, que ce soit le juriste interne ou externe, cette grande chance de parler à tout le monde. Moi, mes interlocuteurs, ce sont autant des directeurs généraux que des directeurs financiers, que des directeurs RSE. J'essaye de speaker the language et de trouver un language commun, un langage commun à tout le monde. Et le droit, c'est un point de réunion de tout le monde, surtout sur ce sujet-là qui, objectivement, intéresse tout le monde. On a tous intérêt à ce que l'environnement aujourd'hui et plus tard pour nos enfants et nos petits-enfants soit préservé et soit vivable. Vous n'avez pas un chef d'entreprise, vous n'avez pas un salarié qui vous dira le contraire. Vous n'avez pas un conseil le plus cynique possible qui vous dira le contraire. C'est un sujet qui réunit les bonnes intentions, mais au-delà des bonnes intentions, l'intérêt et les bonnes œuvres et les bonnes activités. Et moi, ce que je vois, c'est que au sein de l'entreprise, ça réunit, et c'est une force de canalisation de beaucoup d'énergie, dans le bon sens et pour le bien commun. Et en dehors de l'entreprise, c'est aussi quelque chose de fondamental. Le juge se mobilise sur le devoir de vigilance, la cour d'appel, le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce, toutes ces juridictions importantes, la Cour d'appel de Paris, le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de commerce de Paris et d'autres sont en train ou ont créé des chambres spéciales pour avoir des juges qui sont au fait de ces nouveaux droits. Donc le juge se mobilise, le jury se mobilise, les entreprises se mobilisent et quel que soit le contexte politique, géopolitique actuel et ce qu'on peut vivre de difficile ou de dramatique, le fait de préserver l'environnement, c'est quelque chose qui durera. On a besoin de ça à court, à moyen et long terme. Et c'est un sujet sur lequel le juriste peut se considérer humblement comme au centre des échanges. Alors ça, j'imagine que ça doit vous plaire, Philippe, le juriste au centre D'abord, du jeu. Ce débat me plaît beaucoup parce que je trouve qu'il contribue à la lutte contre l'éco-anxiété. Et le juriste peut être un agent pharmaceutique quelque part pour lutter contre cette anxiété. Non, mais plus sérieusement, moi je trouve ça très intéressant parce que ce que j'entends aussi dans tous les termes de ce débat, c'est que la place du juriste, finalement, elle devient centrale aussi par un autre point. Dans
le débat précédent, on avait parlé de la gestion de crise, le fait que le juriste peut être aussi un moment d'innovation, de créativité pour anticiper ces risques et sortir aussi de sa case où on l'a souvent mis pendant longtemps. Il y a un autre aspect ici que je trouve intéressant, c'est le fait aussi que le juriste peut se présenter dans la cartographie des risques vers la contractualisation de l'avenir de l'entreprise. Parce que même si on est sur une obligation de moyens, lorsqu'on évoque dans son rapport son plan pour demain, donc on fait de la prospective, on le fait un peu comme de la soft law, c'est-à-dire du droit souple et non pas mou, qui va s'inscrire sur qu'est-ce que je veux moi en tant qu'entreprise, quelle ambition je peux afficher vis-à-vis d'un cadre donné, d'un cadre avec des règles du jeu complexes. Les règles du jeu, tout ce dont on parle a été écrit avant une mutation récente en Amérique, avec des règles moindres, probablement pendant au moins 4 ans, sur les règles en matière environnementale. Donc je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte. Pardon ? Et social et de gouvernance. Et social et de gouvernance et durée. Donc sans vouloir rentrer aucunement dans un débat politique complexe et improbable, juste dire que gardons en tête, je l'ai dit dans le premier temps de ce débat, l'attractivité des entreprises en France et en Europe nous concerne. Donc le mieux est l'ennemi du bien. Si vos concurrents ont 4 fois moins de règles que vous, ça ne va pas être très, très sympathique pour votre PNL après. Donc on a aussi besoin de le faire avec une approche en droit comparé. Alors je sais que le Sénat travaille beaucoup sur le texte, que la directive elle-même est en réforme, CSRD. Donc on a aussi, nous, en tant que juristes, l'obligation de lever les yeux au-dessus du nez de l'avion, là, et de se dire, attendez, où on va ? Tout ça, c'est très joli, ça fait travailler plein de juristes, tout ça, c'est très bien, mais est-ce qu'on n'aurait pas aussi sur la prospective du droit ? Je ne parle pas de la mise en œuvre du droit, de la prospective du droit comme on veut qu'il soit pour que les entreprises rayonnent. Peut-être identifier ce qui peut être intéressant. Et équaliser les règles, anticiper ce qu'elles vont être ou plus être également. Et un dernier point aussi, là où les juristes ont un rôle à jouer, c'est sur la configuration de l'IA générative appliquée à ces matières. C'est une matière qui se prête bien à la cartographie, les matières de l'analyse, du crawling du web, à ce que l'IA puisse être un outil de la direction juridique. Et là, je dis, il faut prendre le flambeau. Il ne faut pas attendre que l'IT vous le donne. Le mot de la fin, Philippe. C'est le moment de conclure cette émission. Merci à tous les trois. Merci pour votre fidélité. C'était Lex Inside, le grand débat.